Ma série de vidéos sur l'économie des animés était un prétexte pour parler de divers animés intéressants, surtout des films et OAV, production pour la vidéo, témoignant de l'argent qui pleuvait dans les années 80 et les séries télé originales de la seconde moitié des années 90 et le début des années 2000. Une période conséquente. Avec ma série L'histoire des animés, j'ai tenté de lister les animés les plus importants historiquement en télévision, tout en abordant plusieurs animés en particulier dont j'avais envie de parler. Avec cette série de vidéos, je vais tenter de parler des divers films et OAV dont j'ai envie de parler. Je vais essayer de compléter le plus que je peux, sans avoir la connaissance infuse, les films et OAV marquants des années 80-90, tout en parlant de quelques titres antérieurs et surtout postérieurs. Si je me concentre sur les années 80-90, c'est parce que les années 80 est une période riche. Avant les années 80, en dehors de la vague de films produits par la Toei à l'époque où il tentait d'être Disney de l'Asie, j'ai l'impression qu'il y en a assez peu, et je n'ai vu que bien peu de ces films de la Toei. Et après les années 90, le marché des OAV est remplacé par la production de séries de télé pour diffusion nocturne comme Infopub pour vendre les DVD, à l'exception de bonus pour les éditions DVD des séries télé ou pour des éditions spéciales de manga, et je vais tout de même mentionner plusieurs films plus récents. Je ne ferai pas une liste déroulante comme dans mon vidéo sur l'histoire des animés, mais je ne m'attarderai pas en profondeur sur tous les titres que je vais mentionner. Mon intention est de parler d'une tonne de titres marquants, les uns après les autres, en ordre chronologique, tout en sautant quelques titres, parce que j'ai l'intention de terminer en m'attardant à plusieurs titres de certains cinéastes marquants, c'est-à-dire Hayao Miyazaki, Isao Takahata, Yoshiaki Kawajiri, Satoshi Kon, Makoto Shinkai et Mamoru Osada. Je n'ai pas l'intention d'approfondir les titres que je présentais dans mes vidéos sur l'économie des animés et les adaptations d'œuvres de Rumiko Takahashi. J'ai mentionné dans ma série vidéo sur l'économie des animés la trilogie des Animérama sans vraiment en parler. Ce sont 3 films produits par la Mushi Pro, le studio d'animation d'Osamu Tezuka, afin de s'adresser à un public adulte. Avec le premier, Tezuka a voulu faire un grand film qui serait le début d'un nouveau mouvement, d'où le nom Animérama, créer un événement. Ce film est le premier long-métrage animé s'adressant à un public adulte, 3 ans avant le bien plus connu film américain Fritz the Cat. Donc, il y a eu le 14 juin 1969, Senya Ichiya Monogatari, Les 1001 nuits. On pourrait difficilement qualifier ce film d'adaptation des 1001 nuits. Il n'y est pas question de Scheherazade, ce n'est pas non plus strictement l'adaptation de l'un ou l'autre des contes des 1001 nuits, ou bien une sorte de compilation de plusieurs contes. On y reprend des personnages et éléments de divers contes pour raconter une nouvelle histoire, inspirée elle-même aussi par d'autres éléments en dehors des 1001 nuits, tels que l'Odyssée ou l'Ancien Testament. On y suit l'histoire d'Aladin, qui au début du film est un pauvre vendeur d'eau voyageur. Il va tomber amoureux d'une belle esclave, mais cet amour aura un résultat tragique. Plus tard, Aladin, après moult voyages et aventures où il rencontrera les 40 voleurs, les sirènes, la lampe magique, etc., il va revenir riche et éventuellement devenir roi, abusant de son pouvoir. Le film a un côté très psychédélique, pas nécessairement dans son esthétique, mais dans sa narration qui passe d'un sujet à l'autre en de nombreuses intrigues avec certaines valeurs un peu hippies. Si ce film est adulte, ce n'est bien sûr pas seulement dans son intrigue ou sa morale, mais en sa matière de film érotique. Mais l'esthétique du film est assez loin du hentai. Il y a bien sûr de la nudité, mais surtout il y a les scènes de cul. Celles-ci ne font pas que montrer crûment l'acte sexuel comme la majorité des films de cul.
mais il les montre de manière très stylisée, plutôt abstraite. Pour Tezuka, l'érotisme vient du mouvement. Le design visuel du film me semble assez différent des mangas de l'époque. L'animation du film tend à être assez limitée, mais elle est moins que d'autres productions japonaises, moins que ce que l'on voyait à la télévision. Mais il me semble que les scènes érotiques n'en souffrent pas trop. Je présume que c'est sur ce mouvement que Tezuka a voulu mettre l'accent. Ce film a un peu vieilli de son époque, mais cela ne l'empêche pas d'être très intéressant. Il y a eu le 15 septembre 1790, Kureopatora, qui est en fait Cléopâtre. Le visuel est un peu moins manga que ce qu'on voit habituellement. Comme son prédécesseur, le film n'est en fait pas si érotique que ça. Il y a bien évidemment pas mal d'évocations et de nudité, mais assez peu de scènes de cul en tant que telles, et les rares scènes de ce genre sont faites de manière très stylisée. On ne voit pas grand-chose pour les fans de ce type de production. Tant pis pour eux, tant mieux pour nous. Le film précédent pouvait avoir un côté un peu épique de par certains moments, mais Cléopâtre a vraiment une dimension épique de par son sujet, mais aussi de par sa musique. Mais étrangement, le film contient aussi beaucoup d'humour avec des gags parfois très stupides à tout moment. Ce qui, il me semble, ne nuit étrangement pas vraiment à la dimension surtout dramatique de l'intrigue. Je n'ai bien évidemment pas tout compris puisque je l'ai originalement vu en version originale non sous-titrée, mais l'histoire avait l'air pas mal du tout. Bien évidemment pas très fidèle à l'histoire réelle de Cléopâtre, mais sympathique. Le film a eu moins de succès que son prédécesseur, sans doute car déjà fait. Les gens se lassent vite, je suppose, mais c'est un bon film. Le film commence avec une intro bizarre et désagréable de science-fiction qui mêle très malhabilement animation, principalement les têtes des personnages, et prise de vue réelle, mais il ne faut pas se laisser piéger par ce début qui ne semble avoir aucun rapport avec le film et qui ne se continue que extrêmement brièvement à la fin. Le visuel du film est très intéressant avec des couleurs vraiment magnifiques. De toute évidence, le film a subi une restauration, très riche et très variée. L'érotisme est assez bien utilisé, les scènes de cul sont très stylisées, il y a plein de détails amusants, c'est très beau. Par contre, l'animation est relativement limitée encore une fois. Là où c'est peut-être moins bon, c'est au niveau du son. Il n'a pas l'air d'avoir trop vieilli, le doublage est, comme presque toujours au Japon, de très bonne qualité, mais les effets sonores sont généralement quelconques et par moments inexistants, alors qu'ils auraient été nécessaires. Certaines musiques sont très bonnes, mais c'est loin d'être le cas de l'ensemble de celles-ci. En tout cas, ce film est fort intéressant, lui aussi. Et puis, en juin 1973, il y a eu La Belladone de la tristesse, Kanashimi no Belladonna, un film très surprenant. C'est le dernier film de Mushi Productions, la société créée par Osamu Tezuka, mais il n'a pas été impliqué à ce film. C'est durant la période où Tezuka a décidé de se détacher du studio, car il n'avait pas la même vision que les autres gens travaillant à son studio. Il voulait surtout faire ses courts-métrages expérimentaux, moins ce qu'il considère comme de la production commerciale. Ceci explique cela. Ce film n'a pas grand-chose d'un animé traditionnel. Ce film découle sans le moindre doute de l'époque où les pratiques underground devenaient massives au début des années 70. Animation très stylisée, symbolisme, sexualité, musique rock, extrêmement psychédélique. Tout cela est beaucoup plus présent que dans les précédents films, avec une esthétique d'inspiration beaucoup plus occidentale, une imagerie très psychédélique, une animation extrêmement limitée. Le film est presque plus une suite de peinture que de l'animation. Un sujet extrêmement dramatique, sans la moindre trace d'humour. L'histoire risque d'être assez difficile à suivre et il faut être très ouvert d'esprit, mais c'est excellent. Ça se passe dans les temps médiévaux en France. L'héroïne souffre principalement d'un viol, parce que son mari n'avait pas les moyens de payer les taxes, et le diable en profite pour essayer de prendre son corps et son âme en échange de puissance. Si ce film contient de la sexualité,
Je ne crois pas que l'on puisse trouver à cela quoi que ce soit d'érotique. Je pense notamment à la représentation un peu abstraite, mais ô combien brutale, du viol. Ce film est une expérience unique. Bien que ce ne sont pas des productions professionnelles, il me semble difficile de ne pas parler des 2 courts-métrages qui ont été faits pour l'ouverture des 2 éditions d'une convention de science-fiction par les futurs fondateurs du légendaire studio Gainax, auquel on doit des œuvres comme Les ailes de Néhémise, Gunbuster, Nadia le secret de l'eau bleue, Evangelion, Entre elle et lui, FLCL, Maoromatic, Abenobashi, Melody of Oblivion avec J.C. Staff, This Ugly Yet Beautiful World, Gurren Lagann et Panty and Stocking. Les 2 courts-métrages sont des fan-films qui font apparaître un maximum de personnages et véhicules d'une tonne d'œuvres de science-fiction et geek culture telles que Star Trek, Star Wars, Space Battleship Yamato, Cobra, Super Sentai et une infinité d'autres. Il y a donc eu Daken 3 qui a été présenté le 22 août 1981 et Daken 4 qui a été présenté le 20 août 1983. On peut remarquer entre les 2 comment ils ont évolué, plusieurs d'entre eux ayant fait leur premier pas professionnel en tant qu'animateur sur quelques épisodes de Macross. Non seulement le premier fait très amateur, mais réussi et amusant, et le second très professionnel, et même plus si on pense à la tendance à l'animation limitée dans les productions professionnelles. C'est très court, mais vraiment cool à voir. Pour en connaître plus sur les origines du studio Gainax, je recommande chaudement la lecture du livre The Notenki Memoirs, Studio Gainax and the Men Who Created Evangelion. Malgré qu'il ne soit plus imprimé, il est sans doute toujours trouvable sur le net.